Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Champ tellurique. Champ cosmique, pardon. On enfonce le sternum, le coccyx. Champ tellurique. Harmonie cosmotellurique. Les paumes vers le bas. Et les doigts en contact les uns sur les autres. On imagine que les paumes sont posées sur des barres de fer ou sur des faisceaux d'énergie.
On retourne une main, on la met en dessous l'autre. Le bout des doigts vise le creux de la paume de l'autre main. On imagine, on crée la sensation de respirer par les mains. Dans l'autre sens. Ensuite, nettoyage. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Ouais. Il y en avait 5 plus Jacques qui se faisait 6 éventuellement. Enfin, Agnès donc, m'a prévenu ce matin qu'elle venait. Ça aurait été 5 quand même, normalement. Alors, emmagasiner de l'énergie.
Ensuite, fortifier le corps en apnée poumon plein. On contracte tout le corps en entier, en dosant un petit peu ce qui se passe au niveau de la tête. Donc la pression sanguine va augmenter, il faut gérer avec la contraction du ventre et du thorax, notamment. Sinon, on serre les poings le plus fort possible jusqu'à trembler. Donc tout se contracte, les avant-bras, les jambes, les pieds, les cuisses, les fesses, les abdos à fond. Enfin, donc en dosant quand même le périnée. La langue en haut, pendant qu'on contracte. Et puis quand on ne peut plus tenir, après on relaxe. On reprend son souffle. Et ensuite, on choisit une technique. On prend le même genre de respiration, donc vider à fond, inspire à fond, rester en apnée. Et puis on se met en garde, on imagine la technique plein de fois. On se retient intérieurement, on bouillonne intérieurement, donc on fait monter l'énergie de la terre au début. Au bout d'un certain moment, on fait descendre l'énergie du ciel, on les compresse, et on va ressentir qu'on est en train de bouillir intérieurement pour faire les mouvements, que l'on fera seulement vraiment à la fin. On ralentit et on expirera qu'après les mouvements qu'on aura choisis. Donc il y a une option, c'est contracter le corps très fort en faisant les mouvements, éventuellement, ou alors sinon donc, très relaxé.
Donc on a dans la purification le travail de ressort, c'est important. On a vu aussi avant l'énergie dans les mains, donc avec 3 postures, donc une symétrique puis l'autre où il fallait donc changer. Donc ça c'est pour apprendre à sentir, puis développer le magnétisme. On a vu donc la contraction globale de tout le corps pour muscler, et puis amener le sang au cerveau, donc stimuler le cerveau également. Et puis là, donc on vient de voir quelque chose pour le système nerveux également, pour gagner en vitesse. Donc si on peut dire aussi, la contraction globale, c'est pour la puissance. Et puis l'autre, c'est plus pour la vitesse. Même si la puissance peut être travaillée aussi justement en contractant tout le corps, en même temps que le mouvement. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Non, pas de question, mais c'est intense, hein. C'est pour relâcher après, waouh. Ouais, il faut y penser. Là. Ouais, c'est. C'est intense. Est-ce que tu as ressenti le principe de l'arc tendu? Est-ce que tu ressens que tu es retenu dans le dernier exercice? Oui, tu sens que tu as envie de lâcher. Oui, c'est. D'accord, donc il faut aller là-dedans à fond. Quand même. Travailler l'opposition entre le vouloir faire et le pas faire. Mm. La retenue. Bon, c'est subtil, c'est encore à travailler, mais oui, tu sens que tu as envie de relâcher. Alors ce qu'il faut, c'est en fait aller quand on ira plus loin, quand tu atteindras un niveau supérieur là-dedans, c'est pas seulement une envie de faire le mouvement, c'est envie d'exploser, quoi, en fait. Hein. Oui, voilà, tu as envie de tout lâcher, tout. C'est. Ouais, Oui, oui, c'est comme une bonbonne de gaz sous pression, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Et donc, normalement, ça se manifeste physiquement. Est-ce que tu as eu des choses physiques Oui, les tremblements partout. Ouais. Quand tu es ouais, hyper tendu, ça. Tu sens que l'organisme il a envie de lâcher quelque chose, ça. Et c'est un tremblement parce que tu contractais les muscles ou est-ce que tu étais détendu quand même? Ouais, les muscles étaient quand même contractés. C'est comme ouais, quand tu étais une espèce de tétanie ou. Ouais. Donc là, tu parles de avant de faire les mouvements ou pendant? Bah, dès que je me sentais l'envie de faire les mouvements, c'est oui, t'as le corps qui tremble et tu bouges et puis tu fais tes mouvements. Ok. Donc avant les mouvements, faudra chercher, alors je ne sais pas justement où tu en es, mais vraiment, mais il faudra chercher à sentir ça en restant à peu près détendu au niveau musculaire, mais il y aura des secousses régulières ou des tremblements, ça sera plus au niveau tendineux, hein, au niveau des articulations. Donc les poignets notamment, les coudes éventuellement. Et puis après dans les jambes un peu aussi, dans tout le corps, dans les genoux, en faisant un peu ressort éventuellement. Et après donc les tremblements peuvent augmenter si on contracte effectivement musculairement en plus. Les contractions peuvent aussi freiner les tremblements finalement. Si on contracte les muscles, ce sera un autre tremblement qui va remplacer celui qui vient détendre. J'ai l'impression que c'est ce que je faisais. Par contre, j'avais pas l'impression que c'était au niveau tendineux, j'avais l'impression que c'était plutôt au niveau musculaire. Ouais. Donc il faudra passer, tu vois, dans la qualité, il faudra passer dans le tendineux et après dans le nerveux, dans le système nerveux. On sent que c'est comme des secousses qui viennent d'un frisson, par exemple, ou Ouais, voilà, oui. de quelque chose de plus subtil que le musculaire et le tendineux.
Après, tu peux combiner, et après, il peut y avoir une combinaison de tout ça. Bien, on va continuer sur les mouvements. On va prendre un petit échauffement. On va mettre un pied devant, les bras devant un petit peu en garde comme ça. Et puis on va, en commençant d'une manière haute, on va s'enfoncer dans le sol de façon verticale d'abord, sur l'axe vraiment. Et quand tu descends, tu envoies ton poing devant. Les deux mains, un peu, une qui part et l'autre qui contre-attaque. L'autre côté. On change de pied. Maintenant, tu vas faire vertical, mais en plus sur le plan frontal, c'est-à-dire en se penchant d'un côté, et là, donc en se penchant du côté du pied avant, donc en faisant que l'épaule s'enfonce aussi et que le coude également s'enfonce. L'autre côté. On change de pied. On va faire en travaillant sur la profondeur, en additionnant avec le reste. On va commencer le poids devant un peu ou au milieu, dans la tente. Et ensuite, donc on descend, on ferme le flanc, et en même temps, on va aussi reculer le milieu du dos, ou le cœur, on enfonce le sternum. Et on recule un petit peu le poids légèrement. Donc le poing, lui, va s'avancer, mais le sternum recule. On s'enfonce, on ferme le flanc, et on recule un peu.
côté. Les pieds parallèles, le pied avant fermé. Et enfin, on va secouer horizontalement. Donc la hanche va s'avancer, puis reculer. Donc ça va donner ça. Alors l'avancée est très léger, il n'y a pas beaucoup. Il y aura un petit peu plus dans le recul. Côté. On se relaxe. Donc on a fait les 5 yin yang en fait. Hein, donc, au bas, frontal, sagittal. Dans le sagittal, on a fait aussi le transversal, c'est-à-dire dans le plan horizontal, en fermant, en ouvrant. Et puis la rotation. Donc l'alternance droite-gauche. Et 5. Donc l'idéal, c'est de combiner les 5. Hein. Alors, dans certaines écoles internes, mais c'est en général quand même assez rare. Mais Su Dong Chen, par exemple, que j'avais suivi un petit peu, je crois que c'est lui, il distinguait le Fajing justement sur le plan sagittal ou sur le plan frontal, pardon, et puis sur le plan sagittal, il distinguait un petit peu les plans. Enfin, c'est un des seuls, c'est le seul prof qui transmettait un travail sur les plans, sur l'espace. Dans ceux que j'ai rencontrés, dans ceux que j'ai vus. Et donc, après, je pense pas qu'il faisait la combinaison, mais en tout cas, c'était intéressant là-dessus, sur les plans séparés. Donc, lié aux 5 éléments. Ça s'est travaillé aussi dans le. Il a pris ça dans le Hitchuan, mais il a repeaufiné, il a changé, modifié un petit peu, je crois. Un petit peu mélangé. Et après, dans les écoles de Tai Chi classiques, le Jing, c'est pour chaque technique. C'est-à-dire le Jing du tiré, le Jing du pressé, le Jing de appuyer. Enfin, donc, toutes les techniques ont leur propre Jing. Bon, c'est une façon de voir. Hein. Une façon de voir. Alors, on va reprendre un petit peu
technique du petit Sanshou. Alors, l'ouverture. Ça peut être en reculant, on avait vu ça en reculant. Ensuite, séparer à droite et à gauche. Il faut faire croiser avant. Okay, ensuite, bloquer et caresser avec le doigt. On peut inspirer pendant le blocage, expirer pour caresser avec le doigt. Arrêt. Ensuite, tirer, dégager, presser. Okay. Ensuite, le début d'appuyer avec trancher, frapper dans la main et frapper sous le menton. Trancher. Non, c'est pas ça qu'on faisait tout à fait, pardon. Il fallait venir par en dessous. Parce que là, je faisais contre l'attaque. Voilà, accompagner l'attaque. Accompagner un soulevant, trancher, changer. J'en oublie un, ouais, sans changer. Donc, en frappant. Soulever, trancher, frapper par-dessus. On fera frapper les mains après. Voilà. Ok, Kusandi. Donc à peu près la même chose, sauf que donc après avoir tranché, on change de main. Et je me retrouve là. Ça. On va faire le bras arrière, ça alterne. C'est le bras arrière qui va soulever cette fois, on tranche. Donc le bras arrière soulève, tranche, on change de main, une frappe en dessous. Ensuite, appuyer. Je vous montre et puis après j'ai un truc à faire. Changer de pied à chaque fois. Ok, donc après appuyer, s'asseoir sur l'arrière. Et donc le poisson 8.
après, le bec. Avec la main avant, on fait le bec. On percute par-dessus. On dégage un peu, on soulève. Et on frappe vers le bas en frottant donc, comme ça. Avec le bec bien formé. Donc c'est pas le bout des doigts comme ça. D'accord? C'est pas pointu, c'est arrondi. Et en fait, le pouce appuie sur les ongles des autres doigts. Même le petit doigt, même l'index, tous les ongles sont appuyés comme ça. Et puis il faut bien plier le poignet aussi, bien sûr. Voilà. Après, une autre solution, ça serait la pulpe des doigts, le bout des doigts, comme ça, quand même incurvé, hein, bien rond. Du moment que ça appuie fort, il faut appuyer fortement. Peut-être que ça, le bout des doigts, ça serait peut-être mieux. Peut-être. Donc là, on a le pied opposé. L'autre main est en protection. On change. On pousse vers le bas. On pivote. On décroise, on projette. Cette main ici monte pour la protection. Et l'autre vient croiser à nouveau pour contre-attaquer. On change. On descend, on recule, on projette, on décroise. On monte pas de visage. Et on frappe en descendant. Ok, ensuite, il va falloir arriver avec le pied et le bec du même côté. Alors, on va soulever cette fois. On change le bec, on soulève. La même frappe, exactement. Donc on change le bec, on recule, on soulève. On arrive exactement pareil que tout à l'heure. Allez, l'autre d'après. La clé de bras. Alors, avec deux becs, on bloque, on frappe sous le bras, on le soulève et on l'enrobe en pivotant. Le deuxième bras vient en dessous, puis on enroule, on enroule, on enroule sur l'estomac. Puis on revient, on se redresse, on recule pour bloquer, frapper sous le bras. Le bec se met vers l'avant, puis vers le haut, puis vers le bas, tandis que l'autre est vers le bas également, mais pour mettre le coude vers le ciel. Et ensuite on enroule, on enroule, on enroule, on enroule sur l'estomac.
2, on fait donc un levier, et 3 enroulés. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Donc là, les becs sont en bas. Les 2 becs en bas. 2. Les 2 becs en bas. 3. Les 2 becs en haut. 1. Les 2 becs en bas. Là, on met vers le haut pour enrouler par-dessus. Et on revient donc en bas. Et puis l'autre est vers le bas aussi. On enroule. Les 2 en haut. Voilà, je vais continuer à travailler un petit peu là-dessus. Je vais regarder. Ok. Bien. On passe à un autre travail. On va travailler sur les attaques au couteau. Vous voyez que ça brille, donc ça c'est un vrai. Mais vous avez de la chance, vous êtes très très loin de moi. Alors, je fais des attaques au hasard. D'accord. Et vous devez non pas parer de façon brute, mais dévier l'attaque. Vous esquivez l'attaque, vous reculez votre tête, votre ventre, etc. Votre gorge. Et dans le même temps, vous devez faire comme le petit Sanchou, la même méthode. C'est-à-dire, je viens en contact, mais c'est pour accompagner le mouvement de la personne, le mouvement du bras, et non pas juste arrêter son bras. Alors, cette méthode-là d'esquive, hein, comme on travaille dans le petit Sanchou actuellement, c'est intéressant. Il y a une meilleure méthode. Bon, il y a 2 méthodes intéressantes. Enfin, il y a d'autres méthodes, hein, plusieurs, qui sont intéressantes. Par exemple, rentrer dedans, rentrer à l'intérieur de l'attaque. Ça, c'est une chose intéressante aussi. C'est-à-dire que l'attaque va arriver derrière vous. Par contre, il faut plus de hargne, entre guillemets, de réflexe pour se sentir en confiance pour foncer dedans. Hein, parce que foncer, alors qu'il y a un couteau qui avance, c'est psychologiquement spécial. Donc là, pour l'instant, enfin pour aujourd'hui, on va donc reculer. À chaque fois, il faut bien reculer la zone qui est visée, ne vous trompez pas. Vous faites un mouvement qui symbolise, parce que je vais peut-être pas enlever mon bras, hein, mais c'est à vous d'imaginer que mon bras s'enlève grâce à votre mouvement. Et puis vous pourrez rajouter, ravancer avec une contre-attaque. Donc moi, je vais faire une attaque franche et une seule. Pour l'instant, d'accord? Et vous, donc, vous devez reculer, accompagner et ravancer pour contre-attaquer. Ok? Alors, c'est parti.
OK. Alors maintenant, je vais faire un aller-retour, je vais faire deux attaques. Vous faites la même chose donc, sur la première attaque, hein, le recul, et puis ravancer pour contre-attaquer. Mais vous devez penser que le mouvement qui sert à accompagner doit servir aussi à contrôler un retour. C'est-à-dire que vous pourrez libérer un bras, mais pas les deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bras qui va venir, qui sera contre son bras, qui sera pour l'empêcher d'aller dans l'autre sens vers vous. D'accord ? Sauf les piquets, vous ne pourrez pas faire ça. Mais par exemple, si je fais horizontalement d'un côté, il ne faut pas que je puisse aller dans l'autre sens après. Pour avoir votre position de corps qui permette déjà d'avoir un contrôle. Normalement, il est omniprésent donc pendant tout le mouvement d'esquive, et donc il y a une main qui reste dessus. Après, vous faites avec l'autre main, vous faites la contre-attaque. Okay. Ensuite, je vais faire le fou furieux. C'est-à-dire que je vais avancer et faire plein de petits mouvements. D'accord ? Donc ça, si ça vous arrive, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas le temps de parer les suivantes, il n'y a que la première que vous parez, que vous esquivez. D'accord ? Donc, il faut absolument mettre son corps hors de portée, si possible. Alors, on va prendre la stratégie de reculer tout en avançant, mais on ne va pas prendre la stratégie de rentrer sur le plan horizontal, dans la garde, mais quelque chose d'équivalent dans le plan sagittal ou frontal. C'est-à-dire, frontal, ce serait, par exemple, comme ça, vous voyez, donc je recule si je suis attaqué à la tête, mais j'avance en bas. Et inversement, si je suis attaqué à la cuisse, par exemple, ben, je vais la reculer, mais je vais avancer mon plan. Si c'est le plan sagittal, comme ça, hein, donc ça sera la même idée. Hein. Je recule la tête, mais je monte le pied ou inversement. D'accord ? Donc, il faut repérer si j'attaque en haut ou en bas, en fait. Si j'attaque au ventre ou à la tête, au cou. Donc, travailler le réflexe. Hein.
Ok, on arrête ce jeu. Et puis on voit un petit peu, pour terminer, un point vital. Alors, les points vitaux sont les points d'acupuncture. Alors, je vais prendre la carotide. Alors, il y a une tête d'épingle blanche en fait sur le point. Je sais pas, c'est un peu surexposé. Ouais, c'est un peu surexposé. C'est bon. Ça va? Ouais, peut-être comme ça, c'est mieux. Donc ce point-là, hein, sur la carotide, alors c'est entre la trachée et le muscle dans le creux. D'accord? Ça correspond au méridien de l'estomac. C'est le numéro 9, le point numéro 9. D'accord? C'est l'endroit, enfin à la hauteur de la pomme d'Adam. Enfin, bon, au milieu, on va dire. Ça dépend des gens, après. Ou juste en dessous de la pomme d'Adam. En dessous de la grosse bosse de la pomme d'Adam. C'est à peu près au milieu, de toute façon. Donc, hein. Voilà, ce point-là. Donc, c'est une artère, hein, qui irrigue le cerveau. Donc, si on frappe cette zone-là, soit avec tous les doigts, soit avec 2 doigts, éventuellement avec le pouce, par exemple comme ça, ou comme ça, ou avec le tranchant, donc ça peut être ce tranchant-là ou celui-là, avec le pouce replié aussi. Ah, voilà, il y a différentes méthodes pour rentrer dedans. Ça coupe le sang au cerveau, donc le cerveau se dit, hop là, gros problème, j'ai plus d'énergie, je sais pas ce qui se passe. C'est comme si en fait le cerveau se coupait du reste, donc c'est chaos, d'accord? C'est l'évanouissement. Et, et le seul moyen de récupérer la personne, si on veut la soigner, c'est de masser l'autre côté. En fait. Si je suis frappé là, eh bien, il faudra me masser ici, stimuler de l'autre côté. D'accord? Voilà. Puis après, bah, toutes les méthodes générales qui correspondent aussi à d'autres points pour réanimer la personne, c'est faire monter le sang au cerveau, mais à partir de la nuque. Donc là, c'est sur les méridiens vésicules biliaires, euh, notamment. Bon, il y a vessie à côté de la colonne vertébrale. Alors, je ne sais pas si vous allez voir bien encore. Bon, et ça, c'est le méridien de la vessie, celui-là. Et puis, un peu à côté, on le voit mal, c'est un vert, méridien vert, un petit peu plus éloigné. Bon, enfin bon, donc, si vous sentez vos muscles, donc il y a le creux au niveau des cervicales. Ensuite, vous avez des muscles qui sont saillants de chaque côté. Et après, après ces muscles-là, vous avez des creux. Et donc, ça serait dans ces creux-là qu'il faudrait donc mettre les pouces index, pardon, et puis, ou les 2 pouces, éventuellement. Et puis, donc, il faudrait drainer vers le haut, ou appuyer depuis le bas vers le haut pour amener le sang au cerveau. Puis l'énergie aussi. Là, c'est une méthode de réanimation. Quand il y a évanouissement, même si on n'a pas reçu une frappe à la carotide, hein, même si c'est autre chose, hein, un évanouissement lié à un problème vagal, hein, ou une faiblesse quelconque, manque de sucre. On peut essayer cette méthode-là, notamment pour ce point-là, pas mal. Euh, Après, il y a frapper aussi sur les côtés, sur les trapèzes, éventuellement aussi, ça réveille un peu. Voilà. Donc ça, c'est donc le numéro 9 du méridien de l'estomac. D'accord? On frappe pour mettre KO. Et c'est valable pour, comme c'est un phénomène sanguin, hein, surtout, c'est valable
contre des personnes qui sont sous drogue, sous alcool, qui sont enfin, inarrêtables, inarrêtables du fait qu'ils ne sentent plus la douleur à cause de l'alcool ou de la drogue. Des choses comme ça, ça l'arrêtera de toute manière, puisque le sang va s'arrêter, il n'ira plus au cerveau. Par contre, si oui, quelqu'un est sous drogue, etc., et qui ne sent pas la douleur, vous aurez beau frapper un peu partout, enfin, il y aura plein de zones qui ne marcheront pas parce que il y aura déjà, il n'y aura pas la douleur. Donc voilà pour ce point vital. Très intéressant, mais alors, au niveau de l'intensité de la frappe, il y a des effets éventuellement différents. Il n'y a pas besoin de frapper très très fort normalement. Enfin, un enfant, par exemple, contre un adulte, devra frapper toutes ses forces. Une femme une femme par rapport au gabarit corporel, physique, devra frapper quasiment toutes ses forces, on pourrait dire. Par contre, un homme, si on a la même taille, la même force, des choses comme ça, faudra peut-être doser parce que si on frappe vraiment très très fort, surtout avec le bout des doigts, si c'est avec le tranchant, il y aura beaucoup moins de risques, mais si c'est avec le pouce, par exemple, l'index, il y a le risque que l'artère soit lésée, soit un peu coupée à l'intérieur, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un caillot de sang qui se forme et du coup, ça va mettre du temps et la mort, enfin, en tout cas, l'arrêt du sang au cerveau va se faire beaucoup plus tard. Alors, je crois que c'est 3 ans, ça peut être 3 ans plus tard. Je crois, hein. Je crois que c'est ça. Donc, actuellement, il y a peut-être des méthodes de chirurgie au laser, peut-être, ou des choses comme ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils pourraient réparer ce genre de choses. Euh, je ne suis pas sûr. Alors, quand on appuie très fort aussi, c'est par rapport à ce point-là, on le voit dans un vieux téléfilm américain qui s'appelle Les Mystères de l'Ouest. Donc, Laurent, je ne sais pas, tu as dû connaître ça? Ouais. Oui, Sandy, c'est je pense. bien ça. Comment? C'était bien. C'est bien, hein, c'est sympa. Sandy, tu peux regarder sur YouTube, peut-être qu'il y a des épisodes. J'en sais rien. Enfin bon, donc, dans ces épisodes, enfin, dans ce téléfilm, ça arrivait parfois que James West, je crois, notamment, venait appuyer par derrière sur la carotide. Alors, des fois, c'était juste les doigts, enfin, il venait étranger, et la personne tombait. Alors, c'est quoi le phénomène? Bon, c'était un peu exagéré dans le téléfilm parce que ça marchait au bout de 2 ou 3 secondes. C'était beaucoup. Mais dans la réalité, ça ne serait pas 2 ou 3 secondes, ça serait plutôt dans les 8-10 secondes. Ce qui est quand même rapide pour une action, pour endormir une personne. Hein. Donc ça coupe le sang, hop, la personne s'éveille. Donc là, il n'y a pas de danger, bien sûr, du tout, bien que ce ne soit pas très bon pour la santé de toute manière hein, de faire ça. Mais il n'y a pas de gros danger. Donc on peut endormir quelqu'un. C'est le travail que font les judokas enfin, en jiu-jitsu, et puis en judo. Ils n'ont pas trop le droit de toute façon en compétition, puis comme les cours sont basés là-dessus. Ils apprennent plus, mais dans les cours de jiu-jitsu, ils apprennent à étrangler. Alors par contre, des fois, c'est pas très logique. Par exemple, la personne est sur le dos, et puis l'autre est assis sur son ventre, puis il étrangle, et puis il essaie d'endormir comme ça, ou il serre le kimono, de côté, il serre le kimono comme ça. On pourrait étrangler, mais le problème, bon, il y a des choses un petit peu illogiques dans le jiu-jitsu, pas tout le temps, hein, il y a des trucs très bien. Mais bon, si moi, par exemple, j'étais pris comme ça, bon, moi, je ferais ça, je ferais un coup dans les yeux ou dans ses carotides, et puis c'est fini, quoi. À peine une seconde, son action est terminée. Donc, si on étrangle, c'est par derrière, jamais par devant, à moins que ses 2 bras soient cassés.
Sinon, il faut être derrière pour pouvoir le faire. Ben voilà. Alors, on va faire le salut. Merci beaucoup. Ouais.